We all agreed that everything after that was extra. Something wrong with your leg, boy? Salut à tous et tout d'abord, bonne année 2020 à tout le monde. On est dans une nouvelle année et du coup comme d'habitude on a les 3 vidéos habituelles pour conclure et pour introduire l'année qui arrive. En plus de cette vidéo, on en a donc 2 autres, le top 5 et flop 5 de mes lectures de l'année 2019 et le calendrier de l'année 2020 qui va lui dire un peu ce qui nous attend cette année. Du coup, pour cette vidéo, comme d'habitude, il s'agit d'un top 10 de toutes les scènes qui m'ont marqué en cette année 2019. Ça fait depuis 2015 que je fais ce genre de top pour conclure chaque année, et en 2015 jusqu'en 2017, c'était des tops écrits sur le site, le lien est en description, et en 2018, c'est devenu un top en vidéo. En 2015, le top 1, celui qui a fait top 1 du top 10, donc la scène qui m'avait le plus marqué en 2015, c'était le retour de Luke Skywalker dans Star Wars épisode 7, le réveil de la Force. En 2016, c'était la bataille des bâtards dans Game of Thrones saison 6. En 2017, c'était le flashback entre Kylo Ren et Luke dans Star Wars épisode 8, les derniers Jedi. L'année dernière, en 2018, c'était la disparition de Rick Grimes dans The Walking Dead saison 9. Cette année, on va voir les 10 scènes qui m'ont marqué le plus, en partant évidemment de la 10e position jusqu'à aller à notre top 10, top 1 pardon. Jusqu'au gagnant en gros de l'année 2019, la scène qui m'a le plus marqué. Encore une autre précision avant de commencer, en fait 2 précisions. La première c'est que, je le rappelle, même si c'est inutile, vous le savez très bien, donc si vous venez râler, c'est que vous faites de la mauvaise foi. C'est un top qui est purement subjectif, on parle de scènes qui marquent par l'émotion, donc forcément, ce qui moi m'a marqué ne vous a pas forcément marqué. C'est pas la peine de me dire ouais t'as mis telle scène alors que la même année il y a eu telle autre scène dans telle autre série, tel autre film. Je comprends pas ta logique. Il n'y a pas de logique, c'est de l'émotion, donc ce qui vous a marqué m'aura pas forcément marqué moi et vice versa. Aussi, autre chose, c'est que peut-être que j'ai pas tout vu de l'année 2019, je prends vraiment, c'est mon top personnel, qu'est-ce qui m'a marqué moi, qu'est-ce qui a marché sur moi, peut-être que j'ai oublié des choses, ou peut-être aussi que j'ai décidé de ne pas parler de certaines séries parce que justement elles étaient trop compliquées, comme Mr. Robot. C'est toujours très difficile de mettre une scène qui t'a marqué parce qu'en général c'est l'épisode entier qui te fout une claque, et donc c'est très difficile de saisir une scène. D'autant plus que j'ai pas terminé la dernière saison de Mr. Robot, donc bon, elle pouvait pas participer à ce top. Deuxième petit avertissement, et après promis on commence, c'est juste qu'en fait je vais éviter de vous spoiler, parce que peut-être que je vais parler de films ou de séries que vous n'avez pas vu, et qu'en regardant ce top, vu que je vais parler d'une scène qui m'a marqué, donc forcément une scène quand même importante dans le film ou dans la série, ça peut vous spoiler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais annoncer, par exemple en 10e position, et je vais annoncer l'œuvre de laquelle est tirée la scène dont je vais vous parler. Donc quand vous verrez l'œuvre, vous pouvez dire ah je l'ai pas vu, donc je zappe à la 9e position par exemple. Donc en gros je vous laisse 2-3 secondes pour zapper en sachant que je vous dis de quelle œuvre est tirée, et ensuite je vous dis quelle est la scène et après j'en parle. Bon, on est parti. Allez, on commence ce top 10 des scènes les plus marquantes de l'année 2019, encore une fois selon moi. En 10e position, c'est une scène qui est tirée du jeu vidéo Star Wars Jedi Fallen Order. Et c'est la fameuse scène où on découvre la véritable identité de l'un des ennemis du héros, Cal, la seconde sœur. Alors vous allez me dire, assez curieux de commencer le top 10 par là. Oui, mais en vrai cette scène m'a plutôt marqué, et il faut reprendre dans l'ordre pourquoi cette scène en particulier m'a marqué. Quand j'ai commencé à jouer à Star Wars Jedi Fallen Order, déjà j'étais content parce que je retrouvais le folklore Star Wars, je retrouvais l'univers, je retrouvais des choses nouvelles. Le personnage, moi, Cal, m'intéressait, je le trouvais plutôt classe même. Certains disaient qu'il avait pas de charisme, au contraire. Avoir du charisme, c'est pas forcément ressembler à Daniel Craig ou être un mec hyper fort ou quoi que ce soit. Non, il a le charisme d'un ancien Padawan et je trouve qu'il marche bien. T'as envie de le voir, ce jeune évoluer et devenir peu à peu un vrai Jedi. Donc j'étais rentré dans l'histoire, mais en fait pas dans l'histoire, dans le jeu. C'était un jeu que j'aimais bien jouer
parce que le gameplay était cool, parce que l'univers me plaisait, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas interprété un Jedi, parce que ces temps-ci Star Wars essaye de nier que les Jedi existent. Et du coup, un jeu comme Jedi Fallen Order, c'est assez rare, c'est même un petit bijou qu'on nous livre quand on sait l'époque que EA vit et que Star Wars vit aussi. Par contre, s'il y avait un truc dans lequel je ne rentrais pas spécialement, c'était l'histoire, parce que jusqu'à cette scène-là, Star Wars Jedi Fallen Order, c'était un jeu où on allait sur une planète, on explorait la map, on faisait notre petite quête, on revenait au vaisseau, on partait, bon, il y avait quand même quelques petites scènes d'exposition de personnages, Cal qui parlait à serrer, tout ça, mais globalement, ça restait que de ça, c'était, une fois qu'on avait fini notre mission, on allait sur une autre planète, et rebelote, on faisait la même chose, jusqu'à arriver à cette scène, donc cette scène qui arrive avant la moitié du jeu quand même, faut pas exagérer. Pour les let's play que je fais sur Kaboom de Star Wars Jedi Fallen Order, ça arrive à l'épisode 5, à la toute fin de l'épisode 5. Donc c'est une scène où enfin on voit quelque chose qui m'a fait entrer dans l'histoire et qui m'a fait vouloir continuer le jeu, pas parce que c'est un jeu, mais parce que c'est une histoire qu'on raconte. En gros, on a donc Serré qui devient le maître de substitution de Cal, qui raconte que sa padawan est morte, tuée par l'Empire, et qu'elle s'en veut, et tout ça. Et en fait, dans cet affrontement, c'est la deuxième fois que Cal affronte la seconde sœur. La seconde sœur enlève enfin son casque et lui révèle sa véritable identité. C'est donc l'apprenti de Serré. Du coup, c'est hyper touchant parce que ça te met un personnage méchant auquel tu vas t'attacher et que tu as envie de recroiser. Et en plus, tu sens qu'il y a un certain lien qui se forme du coup entre Cal et la seconde sœur, parce que ils agissent un peu comme des rivaux. Il y a une sorte d'attachement, un peu comme on retrouvait, pas tout à fait pareil, mais comme on peut retrouver entre Kylo Ren et Rey en fait. Peut-être en mieux fait, parce que c'est pas non plus abusé. Et du coup, ça va au-delà de simple ennemi, parce que c'est une inquisitrice de l'Empire, et du coup, il faut que je me batte contre elle, parce que ça représente tout ce que je n'aime pas. Non, c'est personnel, et moi j'aime bien quand il y a des histoires personnelles, des histoires qui touchent à l'émotion des personnages, et en plus ça remet en question la fameuse confiance que Cal donnait à Serré. En 9ème position, c'est une scène donc tirée de la série The Mandalorian. On reste donc dans du Star Wars, et il s'agit de la scène où Mando rencontre le bébé Yoda, à la fin de l'épisode 1 de The Mandalorian. Alors pourquoi j'ai choisi cette scène et pas une autre ? Parce que dans le reste de la saison 1 de The Mandalorian, rien de spécial ne m'a touché. J'ai trouvé certains épisodes sympas. J'ai toujours pas regardé le dernier épisode de la saison, donc pas la peine de m'en parler. Me spoilez pas s'il vous plaît. Mais voilà, pourquoi cette scène-là ? Parce que c'est ça qui démarre l'intrigue fil rouge de cette saison 1. Et s'il y a une qualité à The Mandalorian, c'est son intrigue fil rouge. Parce que pour le reste, c'est une série qui fait un épisode, une intrigue, un épisode, une intrigue. Et c'est un peu pénible. J'aime pas trop ce genre de format. Je préfère les intrigues plus complexes qui se construisent peu à peu sur des épisodes et des épisodes. Donc c'est la seule marque de ce genre de série qu'on peut retrouver dans The Mandalorian. Et en plus, mettre un bébé Yoda, comme je l'ai déjà dit dans mes critiques, c'était plutôt une bonne idée, c'était une bonne surprise. Commercialement ça marche parce que tu vas vendre des peluches, parce que tout le monde est en extase sur le bébé Yoda, donc c'était un super bon choix commercial. Mais aussi du point de vue univers étendu, comme je l'ai dit, c'est très curieux parce que la race de Yoda est pratiquement absente, si on enlève le personnage de Yoda, est pratiquement absente de l'univers de Star Wars. C'est une race du coup hyper mystérieuse qui n'a même pas de nom, qu'on voit dans les encyclopédies Star Wars. L'espèce de Yoda s'appelle juste espèce de Yoda, parce que comme si Yoda était son dernier représentant, et finalement ça donne une importance à ce bébé qui qui aura forcément un grand rôle. C'est impossible que ce soit juste un bébé à protéger, parce que ce bébé Yoda aussi arrivait à mettre une sorte de relation assez émotive entre Mandalorian et bébé Yoda. C'est le classique de Mandalorian qui est un masque de froideur avec son casque taillé pour l'action et pour la tuerie, et c'est marrant de le voir avec ce bébé Yoda, avec ses grands yeux pleins d'émotions et tout. Bon, du coup ça fait le duo improbable. Et en même temps, ça donne un petit côté The Last of Us, vous savez, où on a Joel et Ellie qui vont devoir être tout seuls face au monde. Là c'est pareil, c'est le bébé Yoda et Mando. On passe à la 8ème position, et c'est une scène qui est tirée du dernier film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.
Il s'agit de l'explosion de violence finale qu'on retrouve très souvent quand les personnages de Brad Pitt et de Leonardo DiCaprio se mettent à tabasser les hippies qui sont venus les agresser. Alors cette scène est très étrange pour moi. Pour ce qui est de la violence dans Tarantino, c'est toujours de la violence très cathartique et du coup très abusée, toujours il y a quelque chose où on voit très bien que c'est faux en fait. Tout simplement parce que Tarantino abuse. Et du coup, au bout d'un moment, on brise un peu notre suspension d'incrédulité et du coup, on rentre dans le délire. Ça sera en aucun cas de la violence comme on voit dans un Game of Thrones, dans un Walking Dead ou dans un Joker, qui sont des œuvres qui ont une autre façon de montrer la violence. Même si dans Walking Dead, on aura tendance à exagérer le côté hémoglobine, où il s'éclate sur les blessures très graves et tout, ça a quand même une visée réaliste, de rester réaliste. Les blessures sont maquillées de telle sorte que si tu te prends un coup de couteau à tel endroit, ça ressemblera normalement à peu près à ça, la gueule de ta blessure, quoi. Pareil dans Game of Thrones, dans Joker aussi, on mettra pas plus de sang que nécessaire, on va mettre juste ce qu'il faut pour que ce soit réaliste. Si tu prends une balle dans la tête, il y aura forcément du sang. Mais ça va pas être non plus une explosion de sang comme on le voit dans les Tarantino, dans Django Unchained, dans Kill Bill, où un coup de sabre ça fait un geyser de sang. Donc c'est toujours de la violence très cathartique et où le film te dit lui-même que c'est faux, c'est juste du délire. Ce qui m'avait marqué dans cette scène de violence dans Once Upon a Time in Hollywood, c'est justement qu'elle était très différente de ce qu'on peut retrouver dans un Django Unchained, dans un Kill Bill, dans un Inglourious Bastard. C'est que c'est de la violence très très réaliste, au contraire. Et au début, sur le coup, ça m'avait un peu gêné quand même, cette scène justement où on voit donc Brad Pitt tabasser les hippies, le chien de Brad Pitt qui saute sur l'un des hippies du coup. À ce moment-là de la scène, je me suis dit, alors c'est hyper bien fait, c'est vrai que c'est cathartique, mais il y a un côté un peu malsain, c'est que c'est hyper réaliste. C'est plus des explosions de sang et tout. Alors c'est pas ce que je demandais, je disais pas ouais, il y a pas les traditionnelles explosions de sang de Tarantino. Non, c'est pas ça, c'est juste que contrairement à d'habitude, c'était des blessures hyper réalistes. Le moment où Brad Pitt cogne la tête de la fille contre la cheminée, tu sens que c'est vrai en fait. C'est des dégâts sur les corps qui sont réels, pas des explosions de sang, pas des choses où tu dis non, ça c'est pas possible. C'est du délire, c'est pas possible. Du coup, c'est ce qui m'avait gêné jusqu'à ce qu'on arrive au point d'orgue de ce déchaînement de violence qu'on a dans ce film, où on a donc Rick Dalton, qui est interprété donc, par Leonardo DiCaprio, qui sort son lance-flamme qu'il a gardé dans l'un de ses tournages, le film, pour brûler une des hippies. Du coup, là, tu sens que ça part trop loin quand même. Et du coup, c'est pas que ça part loin parce que c'est pas réaliste, puisque les scènes sont réalistes. Si une personne fait ça dans la vie réelle, et bien ça donnerait ce genre de blessure. Il n'y a aucune blessure non réaliste, il n'y a pas un abus sur l'utilisation de sang, il n'y a pas de ça, c'est vraiment très cru et très vrai. Ce qui est moins réaliste par contre, ce qui est improbable, c'est la réaction des personnages, c'est tout finalement. Et le fameux lance-flamme évidemment, qui là te ancre une bonne fois pour toutes dans du Tarantino, c'est-à-dire que dans la salle, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit ah non, là il a un peu abusé, c'est pas son style de faire des scènes aussi crues et aussi vraies. Du coup, il n'y a pas le côté cathartique qu'on retrouve dans les autres Tarantino. Je trouve que là, il y a une maladresse dans le fait que ce soit trop vrai, trop réaliste. Et finalement, le moment où ça atteint son point d'orgue avec le lance-flamme, je me dis ok, bon d'accord, en fait, il a attendu ce moment pour faire la vraie explosion cathartique, parce que t'y crois pas un seul instant que cet acteur ait le réflexe d'aller chercher son lance-flamme, quoi. C'est trop fort, c'est trop bigger than life pour que t'y crois, et du coup c'est une scène plus Tarantino que Tarantino. Et évidemment dans ce film Once Upon a Time in Hollywood, tellement d'autres scènes auraient pu être récupérées. Pourquoi je vois que c'est la scène qui m'a le plus marqué? Parce que c'est l'une des scènes auxquelles je me souviens le plus quand je pense à ce film, et pourtant il y en a plein d'autres. Le fameux plan séquence où tu vois Leonardo DiCaprio, enfin Rick Dalton, qui répète une scène et c'est en plan séquence, mais du coup vu qu'il se trompe, le plan séquence revient en arrière. Il y a tellement de scènes, mais le truc c'est que vu que je l'ai vu une fois, et il y a plein de scènes qui me reviendront quand je reverrai le film. Mais du coup, pourquoi cette scène-là est celle qui m'a le plus marqué? C'est parce que tout simplement après un visionnage, c'est celle que je retiens. Et parce que justement j'ai eu toutes ces réflexions pendant la scène. En 7ème position, on a une scène qui est tirée de Peaky Blinders saison 5. C'est la fameuse scène de climax de la saison 5, donc de l'épisode 6 de la saison 5, où Tommy perd contre Mosley.
Alors déjà, on peut revenir sur l'excellente mise en scène qui mêle musique intradigétique et extradigétique. En gros, de mémoire, c'est une scène où on a Mosley, qui est interprété par Sam Claflin, qui rentre dans la salle pour faire son fameux discours politique. Il rentre un peu comme un boxeur et du coup on a cette musique de rap, il me semble, qui est donc tout sauf intradiégétique. Évidemment, elle est extradiégétique. Les gens, les personnages de la scène ne l'entendent pas, cette musique, mais elle est mise en scène comme si elle l'était. Et ce qui fait que la scène est belle, c'est que justement, en la mettant en scène avec une musique aussi contemporaine, bah, ça fait appel justement à quelque chose de contemporain. Ce qu'on traite est contemporain finalement. Le discours fasciste de Mosley, qui s'assume du coup comme quelqu'un de fasciste et qui n'a pas du tout de honte à le faire parce que justement l'époque s'y prête, est un reflet de la nôtre et du coup en dit long sur la nôtre. Donc déjà la réalisation est juste magnifique, mais aussi la façon dont Tommy va enfin trouver un adversaire qui est plus fort que lui, le fait que tout se rejoignent, tout ce que la saison 5 a construit se rejoignent dans ce point-là de l'épisode. Le fait aussi qu'on mette les personnages en danger. J'aime bien aussi le fait que enfin Arthur a un petit moment de bravoure, parce que en gros Arthur a toujours été montré comme quelqu'un de plutôt faible psychologiquement, mais très fort physiquement, et du coup il est souvent en train de compenser par sa force et en devient souvent ridicule. Et ce que j'avais reproché à cette saison, c'est d'en faire peut-être une caricature un peu trop ridicule et de trop le rendre pathétique. Bon, peut-être que c'est utile, souvent ça donnait des scènes intéressantes d'ailleurs. Mais là, du coup, il a eu un petit moment où il était en danger et où il a réussi, par ses réflexes, à s'en sortir. J'ai trouvé cette scène plutôt classe. Le fait aussi que Tommy se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer, qu'est-ce qui a bien pu se merder, et que ça amène enfin à ce moment-là où Tommy dit bah finalement je suis tombé sur plus fort que moi. Ce qui annonce une saison 6 quand même où on sent qu'il y aura beaucoup de level Enfin, le level aura augmenté et que Tommy affronte peut-être enfin ses limites. J'ai trouvé cette scène vraiment réussie, un bon climax pour cette saison 5 de Peaky Blinders. En 6ème position, une scène tirée de The Witcher saison 1. Et plus précisément, c'est une scène tirée du tout premier épisode de The Witcher saison 1, le premier combat de Geralt de Rive dans la série. Alors c'est l'une des choses qui me faisait peur, parce que oui, la bande-annonce de The Witcher laissait prévoir une série un peu kitsch, un peu mode années 80-90, genre Sinbad ou Robin des Bois, sauce 80-90. Finalement, l'épisode 1 nous montre une réalisation plutôt bien faite, une histoire qui se suit des acteurs, bon bref, une grande production, quoi, comme on l'aime, une bonne série, et quelques défauts. Je reviendrai parce que je vous ferai la critique de la saison 1, donc c'est pas de là qu'on parle. Moi, ce que j'avais peur, c'était les combats. Je voulais pas qu'ils fassent amateur, je voulais pas qu'ils fassent pas réaliste. Parce que contrairement à Game of Thrones, où on voit juste des êtres humains qui se battent avec des épées, et du coup, bon, des êtres humains qui, comme Jon Snow, comme Barry Stansalmi, comme Eddard Stark, comme Jaime Lannister, comme Brienne, des gens normaux qui ont eu un entraînement, une formation à l'art de se battre à l'épée, tu vois. Mais ça restait des gens qui sont limités par leurs conditions d'être humain. Dans The Witcher, on a des gens qui ne sont pas que des êtres humains, qui sont des sorceleurs, donc dopés, donc avec la capacité d'utiliser la magie, donc plus de présence de magie, ce qui était un plus grand risque, parce que Game of Thrones pouvait compenser son manque de moyens en montrant pas trop la magie, tout comme le roman, alors que dans le roman sorceleur, il y a de la magie tout le temps, voilà, il faut des moyens, il faut des effets spéciaux. Mais aussi, il faut des combats qui soient plus dantesques, et du coup, il y a une limite entre faire des combats plus dantesques que ce qu'un humain est capable de faire, mais tout en restant réaliste. Et à la fin du premier épisode, on a le premier combat de Geralt de Rive, qui est franchement époustouflant, donc qui se découpe en deux parties. La première partie où il va défoncer des hommes de main à la pelletée, tu vois, en les enchaînant. Le travail du son est certes pas réaliste, évidemment qu'une lame ne peut pas faire ça. Encore une fois, ce sont des épées qui n'ont rien de réel. Une épée de sorceleur, c'est une épée qui est spéciale quand même, qui est forgée soit à Brokilon, soit par les nains. Le sorceleur a toujours une force décuplée, et c'est plutôt bien montré de manière réaliste. Les blessures, les enchaînements, les bruitages, tout est bien fait, et franchement, je suis assez impressionné par Geralt, par Henry Cavill qui joue Geralt et qui a fait les cascades lui-même. La deuxième partie de ce combat, c'est un combat corps à corps, quoi, combattant contre combattant, entre Geralt et Renfri. Et là aussi, respect pour les deux acteurs, Henry Cavill et
je crois qu'elle s'appelle Emma Appleton, un truc comme ça, l'actrice qui joue Renfrey. Vraiment, les combats étaient juste superbes, la chorégraphie était magnifique. Alors oui, on peut dire, ouais, il y a des trucs pas très réalistes quand même. Des fois, Geralt ou Renfrey se tourne sur lui-même et du coup, bah, il met son dos en avant, en évidence, et c'est une prise de risque inutile. Je comprends qu'on cherche le réalisme, qu'on regarde une série comme Game of Thrones, ou comme je l'ai dit, ce sont des êtres humains qui se combattent. Par contre, qu'on regarde du Star Wars ou Witcher, bah, quand c'est un sorceleur ou un Jedi, ça sert à rien, ce sont autre chose que des êtres humains, ce sont des combats qui sont censés être beaux visuellement et marqués, et c'est ça, c'est pas le réalisme qu'on cherche, sinon on mettrait deux personnes qui se tapent comme des gros boins dessus, tu vois. Et là, du coup, les enchaînements, tout est bien fait. Alors oui, on peut trouver des défauts, mais franchement, c'est l'un des plus beaux combats à l'épée que j'ai vu cette année. En 5e position, une scène tirée de la saison 8 de Game of Thrones. Il en fallait une, et c'est la fameuse scène où Arya tue le roi de la nuit. Alors, est-ce que cette scène m'a vraiment marqué pour de bonnes raisons? Je ne sais pas, comme vous l'avez pu le voir pour ma critique de cet épisode, donc c'est la saison 8, épisode 3, la bataille de Winterfell. Dans cette scène, j'ai été un peu déçu, parce que je pensais pas que le roi de la nuit allait mourir si tôt. En tout cas, j'ai été très surpris, je m'y attendais pas, et encore moins qu'il meure de la main d'Arya. Donc ça m'a marqué, parce que ça m'a un peu déçu qu'il meure si vite, et que ce soit juste une menace qui soit réglée en un seul épisode, alors qu'on en parlait depuis le premier épisode de la saison 1. Mais il faut avouer que la scène est marquante, parce que c'est quand même un tournant majeur de l'intrigue d'une série qui nous a quand même fait rêver pendant 8 ans. Il faut dire aussi que la musique de Ramin Djawadi est excellente, elle s'appelle donc The Long Night je crois, et tout au piano fait monter la tension peu à peu, où on voit chacun des personnages de leur côté en train de livrer leur combat. Donc Jon Snow est contre le fameux dragon de glace que le roi de la nuit a récupéré en saison 7. Brienne et Jaime se battent de leur côté. On sent que Bran, qui est quand même le centre de cette bataille, le but à atteindre pour le roi de la nuit, est en danger. Et enfin, tout d'un coup, Arya qui sort de nulle part et qui arrive à le tuer. En plus, en reprenant une façon de faire que Arya avait l'habitude de faire, c'est-à-dire de lâcher le poignard et de le rattraper ensuite pour le tuer, pour le tromper. Et c'était plutôt habile, d'autant plus que c'est un poignard qui a une longue histoire dans Game of Thrones. C'est celui avec lequel on a essayé d'assassiner Bran dans la saison 1, celui qui a servi en quelque sorte à déclencher la guerre, puisque quand Catelyn Stark récupère ce poignard, on lui dit qu'il a appartenu à Tyrion, donc elle pense tout de suite que c'est Tyrion qui a essayé de tuer Bran. Du coup ça va commencer à faire des troubles entre les Stark et les Lannister, et c'est un peu les origines de toute cette guerre, et c'est ça qui va réussir à régler le gros problème de cette série. Donc une mort un peu précipitée qui m'a déçu, parce que j'aurais plutôt aimé la voir en fin de saison, en grand final de toute la série, mais qui m'a quand même marqué par son caractère inattendu, peut-être aussi parce que j'étais déçu, hein. Je dis pas que c'est des choses qui me marquent toujours positivement, même si pour la plus grande partie ce sont toujours des scènes qui me marquent positivement. Là, il y a des deux, parce que ça m'a surpris, la scène est classe, la scène est belle, la musique, la mise en scène, tout est là. Malheureusement, c'est pas ce genre de fin que j'aurais vu pour une menace aussi grandiose que le roi de la nuit et ses marcheurs blancs. Et donc maintenant, on est en 4ème position, et cette fois-ci, c'est une scène qui est tirée de Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Et oui, il y en a une. Il s'agit du sacrifice de Kylo Ren, Ben Solo. Alors je sais que beaucoup n'ont pas aimé cette scène, l'ont trouvé un peu guimauve. Moi j'ai trouvé qu'au contraire ça a amené un peu quelque chose de sympa et de positif envers Ben, qui du coup a pas eu la chance, comme Anakin, d'être un personnage auquel on veut s'attacher. Si on s'attache à Kylo Ren, c'est parce que Adam Driver, c'est tout, faut l'avouer, ça aurait été incarné par un autre acteur, on aurait dit c'est un méchant lambda, on s'en fout de lui. Là, il y a le charisme de l'acteur qui fait qu'on peut s'attacher à lui, qu'on peut le trouver cool, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Anakin Skywalker avait le fait qu'on sachait ses origines, de quoi il était parti et pourquoi il est devenu méchant. Lui n'avait pas ça, et du coup, je trouve que cette scène rend un peu justice. Le fait de le voir en pleine rédemption, ça marche toujours, même si c'est classique, c'est fait de manière assez balancée, comme ce que l'épisode 9 fait, parce qu'il n'a pas le temps. Et du coup, je trouvais que la scène, le temps de 1 ou 2 minutes, rendait un peu hommage au personnage de Ben Solo, qui avait été un peu maltraité, je trouve, vu le potentiel de Adam Driver.
dans cette trilogie, voilà, ça n'a pas été exploité à fond. Là, je trouve que ça rendait un peu de sa superbe au personnage. Évidemment, ça aurait pu être mieux fait, évidemment, bon, ça reste quand même marquant parce que, bah, c'est la fin de cette trilogie, parce que bah, c'est ce qu'on voulait voir depuis le début et ça n'a fait que nous montrer ce qu'on voulait voir finalement. Donc ouais, c'est peut-être un peu trop de le mettre en 4ème position, mais bah, il faut bien dire que le top dépend aussi du fait que bah, c'est sûr, si tu parles d'une scène qui est sortie il y a très peu de temps, elle aura plus de temps d'être encore marquante dans mon esprit qu'une scène qui est sortie en début d'année, en janvier, février 2000 de l'année quoi. Une scène qui a la chance d'être située au bon moment pour faire partie aussi haut de ce top. À mon avis, si je refaisais ce top là dans 5 mois, bah, ça baisserait quand même. Je pense qu'il serait toujours dans mon top, mais peut-être en 9ème position. Donc voilà, bah oui, il y a toujours ce facteur là qui rentre en compte. Et on rentre déjà dans le top 3 des scènes qui m'ont le plus marqué en 2019. Et on a en 3ème position une scène qui est tirée du fameux film Joker. Il s'agit d'une scène où Arthur Fleck devient enfin le Joker, celui qu'on connaît. Cette fameuse scène durant les émeutes où il se relève de l'accident, puisqu'il était dans une voiture de police, on vient de lui rentrer dedans, et on le voit donc se réveiller brutalement, et cracher du sang et se relever. Alors déjà, cette scène est belle, c'est le classique, pas cliché, faut pas exagérer, hein, très peu, si, il y a beaucoup de films de super-héros qui le fait, mais si c'est bien amené, c'est excellent. Ce topos du méchant qui naît en même temps que le héros, ou alors qui a fait naître le héros, ou vice versa. Batman a fait naître le Joker dans le Batman de Tim Burton. Dark Vador devient Dark Vador en même temps que Luke et Leia naît. Là, Arthur Fleck devient le Joker en même temps qu'on a les origin story de Bruce Wayne qui va devenir son plus grand ennemi, Batman. Mais il n'y a pas que ça qui est touchant, enfin... C'est une scène très bizarre et c'est pour ça que Joker est un film très complexe et qui peut partager, qui peut diviser politiquement. Parce que c'est une scène finalement où quand il se relève dans ses fumées de lacrymogène, où on voit ses cheveux verts en pétard, le sang qui coule, il est très iconisé. Et j'ai rien contre, c'est un méchant de fiction, on peut pas faire plus fiction que Joker. Le Joker c'est un méchant tellement pulp qu'il en est aussi fictionnel qu'un Blofeld dans James Bond avec son chat. Donc c'est pas grave, faut arrêter de voir des messages partout. Il est iconisé parce que c'est les origines d'un méchant. Et d'ailleurs, la musique qu'il y a à ce moment-là, c'est une musique qui me rappelle beaucoup la musique catastrophique de John Williams quand Anakin Skywalker devient Dark Vador. Cette musique de fatalisme, une menace, le mal vient d'être né, les origines du mal, si tu veux. Ça iconise pas en mode glamour. Si vous allez par là, le Joker de Jared Leto dans Suicide Squad est vachement plus problématique. Parce qu'il est glamourisé, il est bling bling, il est classe, il est sexualisé. Là oui, il y a un problème dans le côté gangsta, dans le côté hyper sexy avec Harley Quinn et tout. Là non, il est iconisé dans le sens où il a fait naître une révolution malgré lui, une révolution qui ne contrôle pas et qui n'en a rien à foutre, il n'a pas d'idée politique, il est juste content d'être reconnu. C'est un clown qui n'a jamais eu son public en faisant rire et qui a enfin son public en foutant le chaos. C'est ça le Joker. Et du coup cette scène n'est pas problématique en mon sens. Je comprends qu'on puisse la trouver problématique parce que on pense que c'est l'avènement d'un héros, parce que finalement l'avènement d'un héros et l'avènement d'un méchant sont mis en scène de façon pareille, de la même façon. C'est pour ça que souvent on met en scène des méchants qui naissent en même temps que le héros. Là c'est le cas, le Joker naît en même temps que Batman, Dark Vador naît en même temps que Luke et Leia, Joker naît en même temps que Batman dans la version de Tim Burton. Le mal appelle le bien qui appelle le mal. C'est un cliché, c'est pas un cliché, c'est quelque chose qu'on fait souvent et qui, quand c'est bien fait, c'est vraiment cool. D'autant plus qu'on voit la fascination que les gens ont pour le Joker et c'est normal. Le Joker a toujours fasciné, c'est pour ça qu'il a autant d'hommes de main. C'est pas Bane, c'est pas un méchant qui va réunir parce il met tout le monde dans la crainte, comme Negan par exemple, ou comme le gouverneur dans Walking Dead. Non, c'est pas un personnage qui est fort et puissant physiquement, le Joker. Et du coup, comment il fait pour avoir autant d'hommes de main ? On peut dire, s'il est riche, c'est normal, mais il est pas riche, le Joker. Donc comment ? C'est qu'il arrive à instiller une passion, certes morbide et malsaine, chez les hommes de main qui vont servir, et tous ces gens qui sont autour et qui sont en train de l'acclamer, vu que c'est une origin story, c'est comme un biopic, c'est
les futurs hommes de main, les futures personnes qui vont réussir à impressionner, à instiller une passion, une fidélité, parce que c'est ça le Joker. Donc pour moi c'est une scène vraiment réussie qui aurait pu être carrément top 1 finalement. En deuxième position, encore une fois, on a une scène tirée de la saison 1 de The Witcher. Alors, c'est la scène de l'épisode final de The Witcher saison 1, et c'est même la dernière scène de cet épisode. Il s'agit de la fameuse scène où Geralt et Ciri se retrouvent. Alors, là vous allez me dire, c'est un peu faiblard, surtout comparé à ce que tu viens de nous dire sur le Joker. Je comprendrai, d'autant plus que la série a un peu mal géré tout le côté Ciri, du coup, tout ce qui est du personnage de Ciri. Je reviendrai plus en détail quand je ferai ma critique sur toute la saison 1 de The Witcher. Ça aussi, ça viendra avec Mandalorian. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Eh ben, moi j'ai lu les livres, et c'est comme ça, je pense que je commencerai ma critique. Il y a 3 sortes de personnes qui vont découvrir The Witcher. Ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers de The Witcher, et alors là je sais pas ce que vous allez penser de la série, je pense que vous allez la trouver sympathique, mais franchement ça vaut pas non plus tout le tapage médiatique qu'il y a eu autour. Je pense que c'est comme ça que vous allez l'accueillir. Vous allez dire c'est une bonne première saison, je veux bien voir la saison 2, mais c'est tout, je pense que c'est ça que vous diriez. Ceux qui ont joué aux jeux vidéo, qui peuvent trouver ça sympa, et ceux qui ont joué aux jeux vidéo et qui ont lu les livres comme moi, et qui... Pas besoin de te présenter les personnages, pas besoin de te présenter l'univers, tu connais déjà tout, et du coup, tu sais ce que ça apporte, la rencontre entre Geralt et Ciri. Et du coup, moi je vois pas la scène comme vous auriez pu la voir en vous disant, oui, c'est sympa, on sent que quelque chose d'important va en découler, mais de la mettre en deuxième position, oui, mais moi c'est pas pareil, parce que moi je connais Ciri, je sais qui elle est, je sais comment elle va évoluer, je connais Geralt, et je sais que ce duo, Geralt et Ciri, est aussi, voire plus captivant qu'un duo comme Joël et Ellie. Alors peut-être que la série de Netflix va complètement foirer en saison 2 cette relation qu'il y a entre les deux, vous allez dire franchement tu nous as teasé ça pour ça. Moi je vous parle de ce que j'ai vu dans les romans, et aussi dans Witcher 3 qui est plutôt bien amené, la relation entre Geralt et Ciri. Après tout dépend comment vous jouez le personnage, parce qu'il y a plusieurs facettes du jeu suivant vos choix envers Ciri, et du coup voilà, moi en tout cas ce que j'ai vécu dans le jeu avec Ciri était plutôt sympa, et dans les romans c'est vraiment une relation unique. Donc voilà, en deuxième position cette rencontre, et vous allez me dire qu'on regarde juste la scène, est-ce que vraiment ça mérite d'être en deuxième position ? Je comprends je comprendrais que vous diriez que non, et que la scène du Joker est beaucoup plus puissante. Ouais, mais encore une fois, je sais ce que ça va amener, j'adore ces deux personnages, ils me fascinent, ils me donnent des émotions, tout comme Yennefer. D'ailleurs, il y aurait pu avoir Yennefer aussi dans ce top-là. Voilà, donc en deuxième position, cette scène-là. Et enfin, en première position, et ça va mettre personne d'accord. Je le sais, mais c'est pas grave. C'est parti. En première position, encore pour la deuxième fois, une scène de Game of Thrones saison 8. Et là, c'est une scène de l'un des épisodes les plus détestés de cette saison 8, l'épisode 5. Et c'est la fameuse scène où Daenerys décide de brûler Port-Réal. Quand j'ai vu la saison 8 de Game of Thrones, quand j'ai commencé la saison 8, je me suis dit, s'il vous plaît, ne nous faites pas une saison 7. La saison 7 n'était pas catastrophique, il y avait des choses super bonnes, elle était explosive, elle était incroyable, mais elle était trop simpliste. Et elle était beaucoup trop manichéenne comparée à ce que nous avait habitué Game of Thrones dans ces 6 premières saisons. Mais elle était bonne quand même, elle était cool, elle était explosive, impressionnante, spectaculaire, mais je voulais pas ça pour la saison 8, surtout pas pour la dernière saison. Et j'ai regardé l'épisode 1, j'ai trouvé sympa. J'ai regardé l'épisode 2, j'ai trouvé qu'il y avait de l'émotion, mais qu'on perdait du temps, il y a que 6 épisodes, donc dépêchez-vous. L'épisode 3, c'est là où je me suis dit, c'est trop simple, et l'épisode 4, c'était le pire épisode de cette saison. Et arrivé au moment où Daenerys décide de tout brûler, là je me suis dit, je retrouve du Game of Thrones. Déjà ce truc que tu t'y attendais pas, et surtout le fait que Daenerys, c'est pas l'héroïne qu'on attendait. C'est pour ça je pense que tout le monde a réagi mal. Et c'est un bon point pour Game of Thrones justement. Parce que Daenerys, c'est pas une héroïne. Daenerys aurait pu être une héroïne. Mais il faut pas oublier que Daenerys, c'est une fille... déjà c'est une Targaryen. Et on dit que les Targaryens deviennent soit des héros, soit des malades mentaux. Et on explique ça plus ou moins par le fait que les Targaryens se sont toujours mariés entre eux. Et du coup, la saison 1 nous présentait Viserys, le frère de Daenerys, et Daenerys. Viserys était complètement dingue, cruel, mesquin, lâche, toutes les qualités qu'un être humain se doit d'avoir. On se faisait vite notre avis. Daenerys,
la pauvre petite, la pauvre petite sorcière dans le placard sous l'escalier en quelque sorte, malmenée par son frère, et Viserys. Pas difficile de dire qui est qui. Viserys représente le côté malade des Targaryens à la Mad King, et Daenerys, elle représente l'espoir, l'héroïsme, la reine rêvée qui va mettre tout le monde d'accord et qui va apporter la justice. Le truc qu'il faut pas oublier, et qui est venu petit à petit dans Game of Thrones, c'est ça qui est cool, c'est que déjà elle est tombée amoureuse de son violeur, ça t'en disait un peu lourd. Un peu. Pas trop non plus sur sa santé mentale, mais pas trop non plus. On est dans un monde qui reprend un système féodal, on survit comme on peut même voir le fait qu'elle ait développé des sentiments comme une façon de survivre psychologiquement. Donc c'était juste un petit indice, mais qu'on pouvait passer à côté vite fait. Elle a regardé son frère se faire brûler vif sous de l'or en fusion, elle a pas bronché. Ça commence un peu à faire, mais son frère était une ordure qui était prêt à la faire violer en réunion. Est-ce qu'on lui en veut de ne pas pleurer pour cette enflure? Mais elle brûle vive quelqu'un à la fin de la saison 1. Ça commence à faire, mais tu dis, bon, elle est perdue, elle vient de faire une fausse couche, Khal Drogo est mort, elle a la haine, elle est au bout du rouleau, perdue dans un désert, tout le monde l'abandonne, elle est désespérée, donc voilà. Et en plus, t'as une scène hyper badass à la fin de la saison 1. Mais ensuite, elle n'a pas hésité à brûler des gens, à crucifier des esclavagistes. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça reste quand même une héroïne qui est dure envers ses ennemis, mais qui ne fait ça qu'envers ses ennemis, finalement. Donc, entre Ramsay Bolton et elle, on peut dire qu'elle, au moins, elle fait ça, ceux qui le méritent. Et peu à peu, ça évolue, jusqu'à arriver au moment où elle commence à brûler aussi juste des gens qui ne veulent pas s'agenouiller. Aussi, le fait qu'elle soit complètement maladive envers le trône, quand elle apprend que Jon est de sa famille, sa première pensée c'est pas « Oh mon dieu, t'es un Targaryen toi aussi », c'est « Mais alors ça veut dire que t'es prétendant au trône avant moi ». Et du coup son but n'est plus de remettre sa maison sur le trône, mais d'être elle-même sur le trône. Le trône est devenu une obsession, et c'est ça qui l'a guidée pendant 8 saisons. Et qu'elle pète un câble en fin de saison, je trouve ça tout à fait logique, surprenant en plus, parce que tu l'avais pas forcément vu venir, fataliste, et complexe. Vous auriez voulu quoi? Qu'elle fasse la paix, ou alors qu'elle batte Daenerys et qu'elle devienne la reine et qu'elle se marie avec Jon Snow? Ça aurait pas été une fin à la Game of Thrones. Et moi je trouve que l'épisode 5 est le seul à avoir eu assez de couilles pour faire du Game of Thrones. Parce que pour le reste, la saison 8 était assez classique et manichéenne, les gentils contre les méchants, les gentils gagnent contre les méchants. Ensuite, les gentils se déplacent tous pour faire face à un nouveau méchant, Cersei. Bah là j'avais peur que ça refasse pareil, les gentils contre les méchants et les gentils gagnent. Finalement, Daenerys brise un peu ce côté manichéen, même s'il est toujours là forcément, parce qu'avec Jon Snow et Tyrion et compagnie. C'est l'une des rares réussites de la saison 8. Voilà, donc en top 1 de cette année 2019, Daenerys qui brûle Port-Réal. Je trouve que c'était une scène poignante, où en plus, même si on sentait venir que Daenerys était complètement dingue, on s'était quand même attaché à cette petite parce qu'on l'a suivi depuis le premier épisode et parce qu'on l'a vu traverser beaucoup de choses. Et moi j'aimais bien Daenerys, même si des fois je me disais tu vas trop loin. Mais voilà, on s'est quand même un peu attaché et la voir sombrer aussi bas, ça fait quand même mal et ça marque et ça marche. Voilà pour ce top 10 des meilleures scènes, enfin pas des meilleures scènes, des scènes qui m'ont le plus marqué en 2019. Donc il y a beaucoup de Star Wars, mine de rien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et que vous, quelles sont les scènes qui vous ont le plus marqué en 2019. Je sais qu'on n'aura pas le même top, qu'on n'est pas foutu pareil. Je sais aussi qu'il y a plein de choses que j'aurais pu mettre et que je n'ai pas eu la place de mettre. Des scènes de Tchernobyl, mais Tchernobyl, pareil que Mr. Robot, je ne savais pas laquelle choisir. Il n'y a pas une scène qui m'a plus marqué, plus que d'autres, c'est toute la saison qui m'avait marqué. The Promised Neverland aussi, la série animée aurait pu y être. Bref, beaucoup de choses auraient pu y être. J'ai retenu ces 10 là, est-ce que j'ai eu tort ou pas, à vous de me le dire, et faites-moi votre top 10. On se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement, qui sera donc le top et flop 5 de mes lectures de l'année 2019. D'ici là, je vous fais de gros bisous, et encore une fois, je vous souhaite une super année 2020. Salut à tous.